Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Samedi soir et dimanche matin, Donald Trump a publié sur Truth Social quelque chose qui a figé le monde. Ce n'était pas une autre menace de reprendre les bombardements ni un autre ultimatum, mais quelque chose de plus précis et de plus terrifiant que tout ce qu'il avait dit auparavant. Apparemment, dans la version trumpienne de la gestion de crise, le communiqué de presse vient avec une mèche déjà allumée. À moins que l'Iran accepte son accord, a écrit Trump, les États-Unis vont mettre hors service chaque centrale électrique et chaque pont en Iran. Il a ajouté « Fini, monsieur le gentil ». Puis il a enchaîné avec l'une des publications les plus extraordinaires de l'histoire de la politique étrangère américaine sur les réseaux sociaux, avec des jurons, une formule islamique tournée en dérision et une déclaration selon laquelle mardi serait le jour des centrales électriques et des ponts, tout cela réunis en Iran. Il a conclu « Il n'y aura rien de comparable ». Pour un homme qui transforme tout en marque, même l'effondrement des infrastructures était emballé comme un slogan de campagne. Le monde s'est arrêté. Et lorsqu'il a cessé de s'arrêter, il s'est immédiatement divisé en deux camps. Un camp, celui des défenseurs de l'administration Trump, a soutenu que la menace était légitime. Les centrales électriques et les ponts utilisés pour soutenir l'économie militaire iranienne étaient des cibles valides en vertu du droit des conflits armés, et la menace fonctionnait comme une diplomatie coercitive. L'autre camp, Amnesty International, plusieurs sénateurs démocrates, des juristes d'universités aux États-Unis et en Europe, ainsi que des organisations de défense des droits humains de Genève à Téhéran, a affirmé que ce que Trump menaçait de faire n'était pas une stratégie. Ils ont dit que c'était un crime de guerre. Les défenseurs ont appelé cela un levier, ce qui est un mot poli à Washington, pour crier près d'un baril d'essence et appeler cela une négociation. Parce que l'enjeu n'est pas un cycle médiatique. L'enjeu, c'est la survie de 90 millions de civils iraniens et la crédibilité du cadre juridique international qui régit la guerre depuis 1949. Il faut commencer par l'ampleur de ce que Trump menace réellement de faire. L'Iran possède un réseau électrique national qui alimente tous les hôpitaux du pays. Il alimente toutes les usines de traitement de l'eau. Il alimente tous les systèmes d'égouts, toutes les installations de réfrigération alimentaire, tous les réseaux de télécommunications, toutes les banques. La population iranienne, qui compte environ 90 millions de personnes, dépend de ce réseau, non seulement pour le confort ou la commodité, mais pour sa survie au sens le plus littéral. Quand les réseaux électriques s'effondrent, la cascade de conséquences n'est pas théorique. En Syrie, la guerre a détruit plus de 70% de la capacité de production d'électricité du pays. Le résultat n'a pas été une victoire militaire ni un avantage stratégique. Ce fut 6 millions de civils nécessitant une aide humanitaire, des hôpitaux fonctionnant sur génératrices jusqu'à l'épuisement du diesel, une génération d'enfants sans accès fiable à l'eau ni à l'école, et des pertes directes dans le secteur électrique estimées à 40 milliards de dollars. La souffrance n'est pas tombée principalement sur le gouvernement ou l'armée, elle est tombée sur la population. Mais dans la grammaire du message à la Trump, les civils sont souvent transformés en bruit de fond pour que la menace paraisse plus propre à la télévision. Le Yémen offre un précédent encore plus direct. Les frappes contre les infrastructures énergétiques y ont paralysé les hôpitaux et les stations de pompage d'eau. Les décès civils documentés causés par l'effondrement en cascade des services essentiels ont dépassé les pertes sur le champ de bataille. En Irak, le ciblage du réseau électrique pendant la guerre du Golfe a été contesté par Human Rights Watch pour des motifs de disproportionnalité, parce que ce qui était présenté comme une frappe militaire a produit des conséquences mesurées en mortalité civile due aux maladies, à l'eau contaminée et aux défaillances hospitalières, qui se sont prolongées pendant des années après le conflit. Le lien entre la destruction des infrastructures et la mort de civils n'est pas une théorie. C'est un fait établi, documenté et évalué par des pairs, confirmé dans chaque conflit où cette approche a été tentée. Le Center for Human Rights in Iran a décrit précisément cette cascade. Les frappes contre les systèmes électriques provoquent des pannes prolongées, paralysent les hôpitaux et perturbent les systèmes de traitement de l'eau et d'assainissement. Les dommages aux infrastructures hydrauliques augmentent le risque de maladies d'origine hydrique. La destruction des infrastructures de transport, comme les ponts, restreint l'accès aux soins médicaux et à l'aide humanitaire. Les effets indirects sont vastes, durables et supportés de manière disproportionnée par les civils. Les attaquer serait illégal au regard du droit international humanitaire et pourrait constituer un crime de guerre. Ce n'est pas une position marginale. C'est le consensus de la communauté internationale des droits humains et du droit, y compris des organisations que les États-Unis eux-mêmes ont contribué à établir. L'ironie est presque trop lourde. Le manuel de règles que l'Amérique a aidé à écrire
devient soudainement encombrant dès que Trump veut l'écarter comme un mauvais sondage. Il faut maintenant se tourner vers la question juridique précise, parce que c'est là que la défense de la menace de Trump par l'administration s'effondre le plus visiblement. L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Mike Waltz, est allé sur CBS News, NBC News et Fox News le même week-end pour défendre la menace. Il a soutenu que les ponts et les centrales électriques qui soutiennent l'économie militaire iranienne sont des cibles militaires légitimes. Il a cité les bombardements alliés de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier le bombardement incendiaire de Dresde, comme précédent historique pour la destruction du réseau civil iranien. Cette citation n'est pas une défense, c'est un aveu. Quand votre argument juridique va chercher Dresde, la réunion stratégique a peut être déjà quitté le terrain du droit. Le bombardement de Dresde en février 1945, qui a tué des dizaines de milliers de civils dans une ville dont l'importance militaire était discutable, est débattu depuis par les historiens militaires et les juristes, soit comme un crime de guerre, soit comme une profonde erreur stratégique, selon le cadre juridique que l'on applique. Citer Dresde comme précédent pour bombarder les centrales électriques de l'Iran ne démontre pas que la menace de Trump est légale. Cela démontre que l'administration est prête à faire des choses que l'histoire pourrait juger profondément mauvaises. Ce n'est pas tant un précédent qu'une étiquette d'avertissement que quelqu'un a tenté d'utiliser comme permission. Le cadre juridique pertinent est précis et contraignant. Les conventions de Genève, que les États-Unis ont ratifiées, exigent qu'une distinction soit toujours faite dans les opérations militaires entre la population civile et les combattants, ainsi qu'entre les biens civils et les objectifs militaires. L'article 54 du protocole Promeux interdit explicitement d'attaquer les biens indispensables à la survie de la population civile, notamment les installations d'eau potable, les réseaux électriques et les établissements médicaux. La résolution 2573 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité, y compris les États-Unis, a condamné les attaques contre les infrastructures civiles essentielles comme des violations flagrantes du droit international humanitaire. La secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré directement que la menace d'extermination et de destruction irréparable proférée par le président américain déchiquette ouvertement les règles fondamentales du droit international humanitaire, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour plus de 90 millions de personnes. La défense juridique de l'administration repose sur deux axes. Le premier est que les centrales électriques alimentant l'économie militaire iranienne sont des infrastructures à double usage et donc des cibles militaires légitimes. Le second est que le manuel du droit de la guerre du département de la défense des États-Unis permet de cibler des infrastructures électriques dans certaines conditions. Ces deux arguments ont une valeur juridique dans des circonstances très précises et limitées. Une centrale électrique qui alimente exclusivement une base militaire peut être plus facilement classée comme objectif militaire qu'une centrale qui alimente des hôpitaux et des maisons. Une frappe de précision contre un transformateur électrique desservant un réseau de défense aérienne est juridiquement différente d'une campagne généralisée visant à mettre hors service chaque centrale électrique d'un pays entier. La distinction compte, même si la machine de communication de Trump préfère des mots assez gros pour écraser toutes les nuances à l'horizon. Le mot-clé dans la menace de Trump est chaque. Il n'a pas menacé de mener une frappe ciblée contre des installations précises à double usage. Il a menacé de mettre hors service chaque centrale électrique et chaque pont en Iran. Cette menace catégorique, totale et indiscriminée contre toute l'infrastructure civile d'un pays de 90 millions de personnes est ce qu'Amnesty International, Human Rights Watch et plusieurs élus démocrates ont qualifié de menace de crime de guerre. Non pas parce que cibler des centrales électriques est toujours interdit, mais parce que menacer de les détruire toutes simultanément dans le but de contraindre un gouvernement, en privant délibérément et de manière globale toute une population d'électricité, d'eau, de conservation des aliments et de soins médicaux, correspond à la définition juridique de la punition collective explicitement interdite par l'article 33 de la 4e Convention de Genève. Chaque est le genre de mot qui sonne dur dans un extrait de rassemblement et catastrophique dans un mémoire juridique. L'administration Trump a formulé cette menace à plusieurs reprises pendant plusieurs semaines, puis a reculé à plusieurs reprises. Le 22 mars, Trump a publié un ultimatum de 48 heures. Rouvrez complètement le détroit d'Ormuz. Sinon, il frapperait et anéantirait les centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus grande. L'échéance est passée. Les centrales n'ont pas été frappées. Le 5 avril, Trump a lancé un ultimatum pour mardi, jour des centrales électriques et jour des ponts. L'échéance est passée de nouveau. À un certain point,
L'ultimatum commence à ressembler moins à une stratégie qu'à un service d'abonnement à la panique mondiale. Les 19 et 20 avril, Trump a renouvelé la menace avec les mêmes publications de samedi soir et de dimanche matin sur Truth Social, décrivant un accord très juste et raisonnable et promettant que si l'Iran ne l'acceptait pas, mettre hors service chaque centrale électrique et chaque pont serait pour lui un honneur. Dans les 24 heures suivant cette publication, Trump a prolongé le cessez-le-feu indéfiniment, citant la demande du Pakistan et les divisions internes de l'Iran. Le schéma est évident. Trump profère la menace. La menace provoque une activité diplomatique. Les dirigeants pakistanais se précipitent. Les responsables iraniens envoient des signaux de volonté de dialogue. Les médiateurs internationaux intensifient leurs efforts. Les marchés pétroliers réagissent, puis, avant l'échéance, soit une concession apparaît, soit Trump déplace l'échéance ou prolonge le cessez-le-feu. La menace fonctionne comme une diplomatie coercitive, comme un outil destiné à arracher des concessions sans réellement exécuter l'action promise. Et il existe des éléments indiquant qu'elle a fonctionné, du moins partiellement. C'est du brinkmanship joué avec l'assurance d'un homme qui confond les secousses des marchés avec des applaudissements. L'accord initial de l'Iran au cessez-le-feu de 2 semaines, le 8 avril, est arrivé 90 minutes avant l'échéance fixée par Trump pour détruire la civilisation iranienne. Les pourparlers d'Islamabad, aussi peu productifs aient-ils été, ont eu lieu parce que la menace avait créé assez de pression pour amener les deux parties au Pakistan. La prolongation du cessez-le-feu a eu lieu parce que le renouvellement de la menace avait créé suffisamment d'inquiétude à Islamabad et à Riyad pour que les dirigeants pakistanais demandent d'urgence à Trump de reculer. Mais c'est ici que l'analyse devient réellement dangereuse. Jusqu'ici, la menace a fonctionné parce que les deux camps ont accepté de la traiter comme un signal coercitif, comme une monnaie d'échange, plutôt que comme un engagement. C'est là tout le pari. Tout le monde continue de prétendre que l'allumette est symbolique tout en restant debout dans la raffinerie. Si, à un moment donné, cette compréhension commune se brise, si l'Iran conclut que la menace est réelle et agit défensivement d'une manière que Trump interprète comme une escalade, ou si Trump subit assez de pression politique intérieure pour que passer à l'action devienne plus attirant que reculer, la menace coercitive devient une réalité cinétique. Et ce qui se produit alors n'est pas une opération militaire propre. Ce qui se produit alors, c'est la destruction de l'infrastructure physique dont dépendent 90 millions de personnes dans un pays où le corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, a déjà menacé de fermer le détroit de Bab al-Mandab, point d'entrée de la mer Rouge, qui contrôle environ 12% du commerce maritime mondial si les frappes américaines contre des cibles civiles reprennent. Le slogan prend fin, la panne commence, et soudain le discours de fermeté théâtrale se retrouve accompagné d'un bilan civil. Le conseiller principal de la direction iranienne, Ali Akbar Velayati, l'a dit clairement, « Si la Maison-Blanche pense à répéter ses erreurs stupides, elle réalisera rapidement que le flux mondial d'énergie et de commerce peut être perturbé par un seul signal. » Le mouvement Houthi au Yémen a déjà annoncé son entrée dans le conflit. Le Hezbollah au Liban demeure un acteur actif. L'échelle d'escalade qui mène de frappes contre des centrales électriques à une conflagration régionale impliquant plusieurs théâtres de conflit n'est pas théorique. C'est le scénario sur lequel chaque gouvernement régional a été informé en privé et qu'il tente publiquement d'empêcher. La question de savoir si l'IRGC s'arrêtera, si l'Iran acceptera l'accord de Trump, est celle que chaque diplomate, chaque analyste des marchés de l'énergie, chaque planificateur militaire et chaque gouvernement de la région du Golfe tente de résoudre en ce moment. La réponse dépend de plusieurs variables réellement incertaines. La politique interne iranienne demeure fracturée. Les commandants durs de l'IRGC ont à plusieurs reprises opposé leur veto à des concessions que les négociateurs iraniens plus pragmatiques semblaient prêts à offrir. Le nouveau guide suprême de l'Iran, quel que soit celui qui occupe ce rôle après l'assassinat de Khamenei, subit une pression intérieure pour projeter de la force plutôt que de capituler devant la coercition américaine. Et le calcul stratégique de l'Iran, selon lequel le contrôle du détroit d'Ormuz lui donne plus de levier que tout scénario militaire où il abandonnerait ce contrôle, n'a pas changé simplement parce que Trump continue de menacer les centrales électriques. Menacer le réseau ne réécrit pas magiquement les incitatifs de Téhéran, peu importe à quel point la publication est écrite en majuscules. La logique même de l'IRGC dans ce conflit est constante depuis le début. L'Iran ne peut pas gagner une confrontation militaire conventionnelle contre les États-Unis. Il n'en a pas besoin. Ce qu'il doit faire, c'est rendre le coût du conflit pour les États-Unis et pour l'économie mondiale assez élevé pour que la pression politique en faveur d'un arrêt dépasse la volonté politique de continuer. Chaque porte-conteneur saisi augmente ce coût.
Chaque hausse des prix du pétrole le Brent ayant brièvement dépassé $120, le baril au plus profond de la crise augmente ce coût. Chaque semaine où les consommateurs américains paient plus cher à la pompe augmente ce coût. Chaque conversation diplomatique à Islamabad, à Pékin et à Riyad qui échoue à produire un règlement augmente ce coût. La menace de Trump contre les centrales électriques est l'image miroir de la stratégie de l'IRGC. C'est une tentative d'augmenter suffisamment le coût pour l'Iran afin que la volonté politique de Téhéran de résister s'effondre avant que la volonté politique de Washington d'escalader ne le fasse. Ce qui rend ce moment si précaire, c'est que les deux camps jouent à un jeu de domination de l'escalade, chacun pariant que l'autre cédera le premier. Et aucun des deux camps n'a encore démontré qu'il était prêt à absorber le coût politique et humain d'être celui qui cède. C'est une épreuve de nerfs vendue au public comme de la force, parce que vulnérabilité mutuelle ne tient jamais très bien sur une casquette de campagne. Les prolongations du cessez-le-feu, les missions diplomatiques, la médiation pakistanaise, tout cela constitue des mécanismes destinés à créer assez de temps et d'espace pour qu'un camp ou l'autre puisse accepter une porte de sortie honorable sans donner l'impression d'avoir capitulé. Mais les portes de sortie honorable exigent que les deux camps veuillent une issue plus qu'ils ne veulent une victoire. Et dans ce conflit, il existe des forces importantes des deux côtés, au sein de l'IRGC, au sein du gouvernement israélien, dans les cercles les plus bellicistes de l'administration Trump, pour qui un règlement négocié qui laisserait l'Iran intact et le détroit soumis à l'autorité iranienne de gardien d'accès n'est pas une issue acceptable. Voilà la géométrie de la menace. Trump ne prévoit pas nécessairement de mettre hors service chaque centrale électrique et chaque pont en Iran. Il ne le fera peu, être jamais. Le schéma diplomatique de cette dernière semaine suggère qu'il utilise la menace comme levier, non comme engagement. Mais cette menace existe dans un monde où les accidents se produisent, où les spirales d'escalade peuvent dépasser les processus diplomatiques et où 90 millions de civils n'ont aucun mot à dire sur le fait que le jeu de marchandage coercitif entre Washington et Téhéran se règle avant que les infrastructures dont ils dépendent pour l'eau, les médicaments, la nourriture et le chauffage soient ciblées par la force militaire la plus puissante de la Terre. Le problème avec le brinkmanship performatif, c'est que les missiles ne comprennent pas la performance. Il vaut la peine d'examiner précisément ce qui se passerait dans les heures et les jours suivant une telle frappe, non comme un exercice hypothétique, mais comme un scénario documenté que des planificateurs militaires, des organisations de défense des droits humains et des ingénieurs en infrastructure ont modélisé en détail. Quand un réseau électrique s'effondre, les effets immédiats ne sont pas visibles sur les images satellites. Ils apparaissent dans les hôpitaux lorsque les génératrices de secours manquent de diesel. Ils apparaissent dans les usines de traitement de l'eau lorsque les systèmes de pompage tombent en panne et que les eaux usées contaminent les réserves d'eau potable. Ils apparaissent dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire lorsque la réfrigération cesse de fonctionner et que les denrées périssables se gâtent. Ils apparaissent dans les unités de soins intensifs néonataux des hôpitaux, où les nourrissons prématurés dépendent d'incubateurs et de systèmes d'oxygène alimentés à l'électricité. Massoud Amin, professeur en génie électrique et informatique qui a passé des décennies à étudier la résilience des infrastructures essentielles, a écrit en avril 2026 que l'oblitération du réseau électrique serait une condamnation à mort pour l'Iran, non pas pour les commandants de l'IRGC qui prennent les décisions de ciblage, mais pour la population que ces commandants prétendent protéger. Aucun point de presse ne peut transformer un incubateur sans électricité en victoire stratégique. L'analogie avec la Syrie est encore une fois instructive. Lorsque l'infrastructure électrique syrienne a été systématiquement dégradée pendant des années de conflit, les conséquences pour la population civile n'ont pas été proportionnelles à quelque objectif militaire atteint. Les hôpitaux d'Alep ont fonctionné avec des génératrices jusqu'à l'épuisement du carburant. Des enfants sont nés et sont morts dans l'obscurité. Les stations de pompage d'eau sont tombées en panne. Le choléra est revenu. La réponse humanitaire internationale, mesurée en milliards de dollars d'aide provenant de dizaines de pays, n'a pas pu compenser la perte d'infrastructures de base qui avait pris des décennies à construire. L'Iran est un pays de 90 millions d'habitants doté d'infrastructures beaucoup plus développées que celles de la Syrie, ce qui signifie que sa capacité initiale est plus grande, mais aussi que la dépendance de sa population envers ces infrastructures pour la survie quotidienne est plus totale. Un pays qui a construit ses systèmes d'eau autour du pompage électrique, sa distribution alimentaire autour de la logistique réfrigérée et ses soins médicaux autour d'établissements alimentés en électricité ne peut pas simplement revenir à des modes de survie pré-industriels lorsque le réseau tombe dans le noir. Il y a aussi une dimension économique mondiale à la menace que les publications de Trump sur Truth Social n'ont pas reconnue. L'Iran n'est pas une économie isolée. Il se trouve à l'un des points géographiques les plus cruciaux de la Terre, le détroit d'Ormuz au sud, la mer Caspienne au nord,
et des frontières terrestres avec 8 pays. Ces champs gaziers de South Pars alimentent à la fois l'électricité intérieure et les exportations de gaz naturel liquéfié, ou GNL. Sa capacité de raffinage traite une part du pétrole régional. Lorsque les frappes israéliennes ont touché le champ gazier de South Pars en mars 2026, le marché européen du gaz a réagi en quelques heures. Les prix du gaz néerlandais TTF ont presque doublé. La Banque centrale européenne a reporté des décisions sur les taux. Les prévisions d'inflation au Royaume-Uni ont été révisées à la hausse. Une attaque complète contre la capacité de production d'électricité de l'Iran, non pas seulement un champ, mais chaque centrale comme Trump l'a menacé, retirerait la capacité opérationnelle restante de l'un des systèmes d'infrastructures énergétiques les plus stratégiquement situés au monde. La publication peut être écrite dans le langage de la politique intérieure, mais la facture arriverait sur les marchés mondiaux de l'énergie. Les effets d'entraînement atteindraient chaque pays qui importe du GNL par le golfe Persique, chaque pays qui assure des navires traversant la région, et chaque économie qui fixe le prix de ses intrants industriels à partir d'indices pétroliers, déjà à des niveaux de crise depuis 2 mois. Le débat sur les crimes de guerre qui a éclaté dans la politique américaine à la suite de la menace de Trump comporte aussi une dimension stratégique au-delà de la dimension juridique. Chaque fois qu'un haut responsable américain défend la menace contre les centrales électriques en citant Dresde, il signale à tous les gouvernements du monde, particulièrement dans le Sud global, que les États-Unis sont prêts à abandonner les cadres juridiques internationaux qu'ils ont contribué à créer lorsque ces cadres limitent l'action militaire américaine. Voilà un argument de vente diplomatique remarquable. Faites confiance aux règles, sauf quand les règles interrompent le spectacle. Ce signal a déjà été reçu à Pékin, à New Delhi, à Ankara et à Riyad. Le veto de la Chine à la résolution du Conseil de sécurité, autorisant la force pour ouvrir le détroit, a explicitement cité le contexte des menaces américaines contre la survie de l'Iran en tant que civilisation. Le message de Pékin était que le comportement américain dans ce conflit délégitimait les prétentions américaines à défendre le droit international ailleurs. Chaque fois que Trump renouvelle la menace contre les centrales électriques qu'il fournit à la Chine, à la Russie et à tous les autres grands concurrents de puissance, la preuve que l'exceptionnalisme américain n'est pas un engagement envers des principes universels. C'est un engagement envers les intérêts américains habillés dans le langage des principes universels. Rien n'aide les puissances rivales à écrire leur propagande plus vite que Washington, qui leur remet les notes de bas de page. C'est la véritable menace que représentent les publications de Trump sur Truth Social, non seulement pour l'Iran, mais pour l'ordre international d'après la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis ont construit et défendu pendant un demi-siècle. Les conventions de Genève, le droit des conflits armés, l'interdiction de la punition collective, la protection des infrastructures civiles, tout cela n'était pas des contraintes imposées à l'Amérique par ses ennemis. C'étaient des cadres que l'Amérique a défendus, négociés, ratifiés, puis promus dans le monde comme fondement d'un ordre international fondé sur des règles. Chacune des menaces de Trump contre les centrales électriques, même celles qui ne sont pas exécutées, ébrèche cette fondation. Il est difficile de prétendre protéger la maison tout en menaçant à répétition d'en fracasser les murs porteurs. Chaque fois que Mike Waltz cite Dresde pour justifier la menace à la télévision nationale, un autre morceau de la légitimité dont le leadership mondial américain dépendait s'érode. Et une fois cette légitimité disparue, il n'existe aucun mécanisme permettant de la reconstruire rapidement. C'est la véritable terreur de cette menace, non pas que Trump la mettra forcément à exécution, mais que l'architecture de la guerre a créé des conditions dans lesquelles cela est réellement possible, et dans lesquelles la ligne entre la menace et l'exécution n'a jamais été aussi mince, ni les conséquences de son franchissement aussi catastrophiques. L'IRGC s'est fait dire d'arrêter. La question de savoir s'il le fera, si le cessez-le-feu tiendra, si les pourparlers d'Islamabad finiront par produire un accord, si le jeu de marchandage coercitif se résoudra par la diplomatie plutôt que par des frappes qui changeraient la nature de cette guerre et le rôle de l'Amérique dans le monde, est celle qui définira le prochain chapitre de ce conflit. Et la réponse pour l'instant est réellement inconnue. Et cette incertitude est exactement la raison pour laquelle la politique étrangère ne devrait pas être menée comme une publication de fin de soirée, exigeant des applaudissements avant que le feu ne se propage. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.